Bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer avec un petit peu de retard lié un petit peu aux perturbations du trafic, les embouteillages, les grèves de transport en commun. Mais ça y est, nous avons atteint, semble-t-il, le quorum et nous allons compter pour nous en assurer. Donc, merci à toutes et tous de prendre place et d'éteindre vos portables. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs qui assistez dans la salle du Conseil, bienvenue. Mesdames et messieurs qui regardez Facebook ou YouTube, merci de nous suivre. J'en profite pour rappeler que le Conseil d'arrondissement est public, ouvert à chacune et chacun qui souhaite y assister dans cette salle. Et vous êtes toutes et tous bienvenus dans cette agora d'arrondissement. Je souhaite également la bienvenue à un de nos deux élus du Conseil municipal des jeunes, Akram Manri, qui est là-bas. Il assiste pour la première fois à notre conseil et nous allons donc commencer par l'appel nominal par le Benjamin de notre assemblée présent ce jour, Monsieur Rupnik. Je vous demande de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Micheline Abour. Présente. Marie-Hélène Amsalem. Représentée. Monsieur Pierre Benaroche. Présent. Yvon Berland. Jean-Marc Bonafou. Représenté. Véronique Brambilla. Représentée aussi. Joël Canicave. Présent. Daniel Casanova Gavino. Présent. Pierre Secaldi. Frédéric Collard. Alexandra D'Agostino. Présent. Pauline Delage. Représentée. Rosette Denia-Salonne. Représentée. Didier El Rarbay. Représenté. Lee Ferrero. Représenté. Olivia Fortin. Présente. Christophe Hugon. Représenté. Lucas Incapa. Présent. Cédric Jouve. Présent. Christine Juste. Présent. Isabelle Lossine. Pierre Lémery. Présent. Baptiste Luçon. Présent. Bernard Maranda. Juliette Masson. Présente. Anne Meillac. Présente. Olivier Ménétrier. Représenté. Éric Méry. Représenté. Xavier Méry. Représenté, ça change un peu. Marie Michaud. Présente. Yves Morène. Présent. Lourdes Mounien. Présent. Elliot Perenchio. Présent. Ludovic Pernet. Catherine Pila. Présente. Nora Preciosi. Donna Richard. Sophie Roch. Rupnik Alexandre, présent. Christelle Simonetti. Nathalie Tessier. Martine Vassal. Elisabeth Danton. Cyprien Vincent. Serena Zouagui. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer et nous allons passer à l'approbation pour commencer du procès-verbal du 13 décembre 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PV est adopté. Nous allons reprendre le cours normal de ce conseil d'arrondissement en examinant le rapport numéro 1 qui est consacré à l'opération
le Grémente et notamment à son comité de vigilance sanitaire. Et avant toute chose, je tiens à faire un point sur l'avancée du dossier. Ce dossier, pour moi, c'est déjà 2 ans d'engagement durant lequel j'ai tenu à faire bouger les lignes. Le projet de réhabilitation de la friche de Le Grémente tel qu'il était proposé prévoyait un très grand nombre de logements au détriment des activités ou du service public. Depuis 2020, avec la majorité, avec la ville, nous avons veillé à faire bouger les contours du projet. Dans la version finale des permis de construire déposés en 2021, le programme a été repris avec plus de mixité, puisqu'il y a moins de logements privés au bénéfice de plus de logements sociaux, des équipements contribuant à l'équilibre résidentiel, ainsi que la création d'un équipement public en complément des activités commerciales qui seront étudiées avec les habitants du quartier. Le nombre des stationnements a fortement diminué puisqu'il passe de 680 à 450 et ce sera donc moins de voitures et donc moins d'impact sur la circulation. Il fallait également obtenir des garanties très claires sur la pollution, les modalités et méthodes de dépollution ainsi que sur les nuisances du chantier pour les riverains. À ce titre, et c'est légitime, beaucoup se sont montrés inquiets. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé 3 réunions publiques permettant à tout le monde de comprendre les tenants et les aboutissants du projet, permettant de poser les questions aux porteurs du projet, au service de l'État et à la ville. Ces 7 heures de réunion ont permis une forte mobilisation des habitants lors de l'enquête publique qui a eu lieu à l'automne. Et il y a eu plusieurs centaines de contributions et à la clé, 7 réserves ont été exprimées dans le rapport du commissaire enquêteur. Ces réserves, les opérateurs ont pris le temps nécessaire, soit 2 mois, pour les lever, ce qui a conduit notamment à la suppression du bâtiment G du projet. Les permis de construire étant désormais accordés, il s'agit pour nous, dans ce rapport, de préciser les modalités de mise en place du comité de vigilance sanitaire. Par rapport au précédent rapport instituant ce comité consultatif, il me revient de préciser que pour permettre à tous les candidats de siéger à ce comité, le nombre des membres a été revu à la hausse. Sa composition sera fixée par arrêté et sera mise en ligne dès demain sur le site internet de la mairie de secteur. L'ensemble de celles et ceux qui ont souhaité siéger à titre individuel ou au titre d'une association seront retenus dans ce comité qui se réunira tous les mois et continuera à faire la transparence sur ce projet. Y a-t-il des questions ? Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 2 a été retiré de l'ordre du jour et reporté à un prochain conseil. Et nous passons donc au rapport numéro 3 qui concerne une opération d'amélioration de l'accessibilité publique à la mer. Ce rapport que je vais moi-même présenter vise à permettre des aménagements permettant à faciliter l'accès à la mer et à la baignade, ainsi que le confort d'usage des sites littoraux. Il s'agira par exemple d'équipements, d'ouvrages ou d'aménagements tels que de petites plateformes à créer sur certains sites littoraux, à réaménager ou à relier à des cheminements piétons existants, des échelles de bain, la réhabilitation de quais, de pontons, d'escaliers et la réouverture au public de certaines calanques, de bassins de mer, de toilettes ou encore la désartificialisation du littoral, partout où cette intervention permettra de valoriser le paysage littoral. Il s'agit de réaliser les études et d'envisager les aménagements pour un budget à hauteur de 230 000 € en 2023, 170 000 € en 2024. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Rapport numéro 4. Qui concerne l'approbation d'une deuxième répartition aux associations et organismes culturels au titre des subventions. Il est présenté par M. Cédric Jouve, adjoint aux arts et aux cultures. Monsieur Jouve, c'est à vous. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, alors je vais commencer très rapidement par faire un petit agenda culturel, une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci je vais parler de nos acteurs culturels du secteur, mais pas que.
Donc actuellement, il y a des manifestations extrêmement intéressantes qui se déroulent à 2 pas d'ici, avec par exemple le village de la Biac, donc la Biennale des Arts internationale des arts du cirque, jusqu'au 12 février. Voilà, vraiment un moment extraordinaire pour découvrir toutes ces disciplines. Et la clôture se fera dans le cadre de l'événement Au bout la mer, organisé par mon homologue Agnès Fréchel par la mairie du 1-7. Nous aurons aussi en mars Mars en baroque, organisé par l'association Concerto Soave, qui est dans le 6e arrondissement, rue Grignon. Voilà, très beau festival qui existe depuis de nombreuses années. Et en mars, nous aurons aussi Culture au Parc, que nous avons contribué à aider pour l'organisation, qui est un marché de bouquinistes et un marché culturel qui aura lieu de façon récurrente au Parc Borelli. Et dernière petite information, nous avons travaillé avec la compagnie Vincent Bert Demandeur, qui est un des plus grands mandolinistes mondiaux, et le producteur Prodigart, pour mettre en place des classes et des stages de mandoline, notamment au centre social Mer et Collines. Le stage commencera la semaine prochaine, et c'est une fresque d'action culturelle autour de classes de mandoline qui ont lieu dans différents quartiers à Marseille et qui se retrouvent tous les samedis matins au conservatoire pour justement monter un orchestre qui mêle tous les quartiers et qui se produira en fin d'année à l'Opéra. Donc très très belle action culturelle. Donc je vais passer maintenant au rapport de subvention, un rapport proposé par Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture pour toutes et tous. Donc sont concernés pour notre secteur par ces subventions 2023. Donc au titre du pilier numéro 1 sur la mondialité culturelle, car je vous rappelle que nous structurons, nous critérisons nos aides auprès des associations culturelles avec 4 piliers qui sont marqueurs de notre politique culturelle. Donc pilier 1, la mondialité culturelle, en cinéma et audiovisuel. Dans notre secteur, l'association Alcimé qui fait musique et cinéma, qui était auparavant au Bagne et qui est maintenant à Marseille, donc pour 50 000 €. Les écrans du Sud pour 39 000 €. En danse, à 2 pas d'ici, nous avons le Ballet National de Marseille pour 1 033 000 €. Non, et pas les écrans du Sud, puisque je l'ai déjà dit. Voilà, je vais passer ensuite au deuxième pilier de la démocratie culturelle, au Théâtre de la Cité, qui fait un magnifique travail sur les territoires de médiation pour 70 000 €. En éducation artistique et culturelle, qui est un des axes majeurs aussi que nous mettons en place avec mes homologues dans les différentes mairies de secteur et Jean-Marc Coppola, pour que toutes et tous soient en contact avec des disciplines artistiques et culturelles. Donc nous avons évidemment des grandes structures comme l'École nationale de danse de Marseille pour 700 000 €, le Studio du Cours, qui est une école de danse aussi rue du Rouet pour 20 000 €. Et donc je terminerai par le pilier numéro 4, soutien à la structuration de l'écosystème culturel et à la créativité artistique, qui est évidemment un pilier extrêmement important pour mettre en réseau et pour aider tout ce bouillonnement culturel à Marseille. Zoem, donc, est une galerie de photos et de micro-édition de photos au cours Julien pour 13 000 €. Et en musique, l'espace Julien pour 65 000 €. Concerto Soave, dont je parlais tout à l'heure, pour 35 000 €. Comme je les entends, production pour 15 000 €. Et pour la partie théâtre, le Théâtre des Calanques, donc grosse structure théâtrale à côté du Parc Pastré, 301 000 €. Et le Montevideo, où nous avons pu faire nos derniers vœux du 6-8 il y a peu de temps, pour 77 000 €. Voilà, je précise que ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Monsieur Jouve, je vous remercie. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Nous allons passer maintenant à 2 rapports présentés par Madame Meillac, le rapport numéro 5 et le rapport numéro 6, qui ont bien évidemment trait à la nature. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, le rapport 5 est proposé par Madame l'adjointe en charge des espaces verts, des parcs et jardins et du retour de la nature en ville, Madame Benmarnia. Il propose d'approuver une toute nouvelle charte de renaturation participative, et c'est le mot qui est important,
des parcs et jardins municipaux. Alors, depuis 2020, on en a parlé plusieurs fois dans ce conseil, la ville de Marseille conduit une politique de retour de la nature en ville, en commençant par la réhabilitation et la renaturation des jardins publics pour le confort des Marseillaises et des Marseillais et pour la protection de la biodiversité. Depuis 2020, nous avons renaturé une dizaine de jardins dans 7 arrondissements de la ville. Et dans notre secteur, c'est le jardin Mélisant qui a été livré. Cette année, 3 parcs sont en cours de rénovation. Le parc des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Vauban, le parc Valbel dans le 8e et le jardin de Corinthe dans le 6e, entre la place Castellane et l'autoroute. La ville crée aussi de nouveaux jardins. Dans notre secteur, 2 jardins sont créés cette année. Le jardin du Rouet, où le chantier avance bien et où nous avons organisé un laboratoire citoyen samedi dernier, et bientôt le jardin du Réservoir à Vauban, rue de Milly. Ces chantiers, ils ont été précédés d'une mobilisation citoyenne, composée de plusieurs ateliers participatifs où l'on construit le projet avec les habitants. La ville souhaite continuer d'encourager les initiatives citoyennes de plantation dans l'espace public. Le jardinage citoyen est appelé à s'amplifier dans les rues grâce à la charte des rues jardins que nous avons votée, je vous le rappelle, en novembre. Et bien là, il va démarrer aussi dans les parcs et jardins municipaux avec la charte qui vous est proposée aujourd'hui. C'est nouveau. Cette charte autorisera le jardinage citoyen dans 23 des 58 parcs, grands parcs de la ville. C'est beaucoup. Dans notre secteur, elle s'appliquera au parc Bagatelle, au parc Bortoli et au parc Henri Fabre dans un premier temps. Alors comment est-ce que ça va se passer? Les citoyens pourront déposer un dossier au nom d'une association via le formulaire disponible sur le site internet de la ville. Les projets pourront être déposés d'avril à juin et chaque année en juillet, 10 projets seront sélectionnés par un comité constitué d'élus et de techniciens. Et ensuite, de façon assez classique, une convention d'occupation temporaire et la charte que nous votons aujourd'hui seront signées pour cadrer les modalités à la fois pour la plantation et puis pour l'entretien de cet espace. Les citoyens, ils seront aidés par la ville. Chaque projet validé recevra des plans d'arbres et d'arbustes à hauteur de 5 000 €. Le service des espaces verts préparera le sol, équipera la zone en arrosage automatique et protégera les plantations avec un paillage organique. On plantera quand? L'automne et l'hiver, quand la terre est froide, donc d'octobre à avril de l'année suivante. J'espère que ces opérations, elles donneront aux enfants et aux adultes qui participeront autant de joie et d'attachement à la nature que j'en ai eu, enfant, en reboisant la Côte Bleue avec mes camarades de classe. C'est dans cette lignée que nous nous inscrivons. Ces opérations, ça fait longtemps qu'elles existent, mais à Marseille, ça n'était pas le cas. Un mot encore pour annoncer une initiative de votre mairie de secteur que je détaillerai dans un mois. Des offres d'ateliers pédagogiques à destination des écoles seront mises en ligne sur notre site en mars, en vue de faciliter la participation des enfants des écoles aux plantations dans leur quartier. C'est le projet Pépinière qui sera bientôt présenté dans les conseils d'école et sur le site de votre mairie. Le rapport numéro 5 a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame Meilhac. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 6. Alors, le rapport 6 est également proposé par Madame l'adjointe en charge des espaces verts, des parcs et jardins du retour de la nature en ville, Madame Edmarnia. Il propose d'approuver un grand projet, la renaturation du parc Bonneveine dans le 8e arrondissement. Alors, peut-être connaissez-vous ce parc, peut-être ne le connaissez-vous pas. Personnellement, je suis passée devant pendant 20 ans sans le voir, alors que je faisais mes courses au supermarché en face. Il a en effet des abords qui sont particulièrement mal signalés dans le quartier. Il est dans un état de dégradation avancée. Pourtant, au départ, il était vraiment superbe. Ce parc et la promenade de la Sarrette ont été créés avec la ZAC de Bonneveine à partir de 1970. C'est une vaste opération qui a façonné le quartier à partir des paysages d'alors. Les grandes constructions se sont installées sur des points culminants et le ruisseau de la Sarrette a été converti en chemin planté, reliant le parc de Bonneveine au parc Bortoli. Donc depuis 50 ans, l'entretien il a été ponctuel, pour ne pas dire minimal. Le parc est dégradé. Parallèlement, des opérations périphériques comme la requalification du musée d'art contemporain et la démolition du gymnase qui jouxtait le parc, pour des raisons sanitaires, il a dû être démoli. Bien tout ça questionne le fonctionnement du parc. Une requalification globale
est nécessaire et elle sera accompagnée de l'extension du parc sur l'emplacement de l'ex-gymnase. Alors d'autres éléments de programmation pour améliorer ce parc ont émergé à l'occasion là aussi d'ateliers de mobilisation citoyenne animés par la direction des parcs et jardins, votre mairie de secteur et la région dans le cadre du programme européen Nature for City Life. Le projet il a été présenté aux habitants en septembre dernier. Donc là, vous voyez quelques images de tous ces ateliers de concertation qui sont tenus tout au long de l'année 2022. Et puis, si on arrive sur la dernière image, voilà. Ça, c'est le plan final des paysagistes. Je vais vous le décrire rapidement. Il y aura 6 secteurs d'intervention, donc ça en fait vraiment une grande opération. Tout à fait à droite sur l'image, en bas, c'est la promenade de la Sarrette. Un fossé enherbé, aussi appelé jardin de pluie, viendra évoquer le ruisseau qui court encore sous le chemin et viendra recueillir les eaux de pluie. Les abords seront plantés densément d'arbustes pour mieux mettre les logements en retrait. Ensuite, à l'emplacement du gymnase, une prairie et une nouvelle butte vont être installées pour séparer les usages. Le sport d'une part, musculation, football, etc. Le parc accueillait ces usages et nous leur conforterons leur place. Et puis le repos de l'autre part. La marche, la lecture, la détente. Cette butte, à l'image des autres buttes déjà existantes, permettra aussi d'atténuer le bruit qui gêne les logements depuis l'avenue de Hambourg. Troisième espace, les accès, les portes, les fameuses portes qu'on ne voit pas, seront reprises pour être déjà accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais également plus visibles et plus belles. La continuité entre les buttes sera rétablie. Il y a besoin de donner un accès depuis le musée d'art contemporain qui a une magnifique passerelle depuis son toit terrasse. Mais encore faut-il cette passerelle débouche sur quelque chose, donc ce sera traité. Et enfin, le plus important, les enfants. Les jeux d'enfants qui avaient été retirés des cratères qui sont à l'arrière du parc. Donc ça, c'est cette dernière image. Les cratères, quand même 5000 m² d'espace qui étaient entièrement dédiés aux enfants, mais qui n'étaient plus aux normes du fait d'un dénivelé trop important. Eh bien, les accès à ces cratères seront repris. 2 cratères seront reliés pour faire une vaste aire de jeu et des jeux seront réimplantés. La place centrale, certains se demanderont peut-être ce qu'elle devient puisqu'elle est très pratiquée par à la fois des gens qui font de la gym douce, mais aussi de la pétanque. Eh bien, la place et sa fontaine seront rénovées à peu près à l'identique avec des replantations d'arbres en prévision de la sénescence d'arbres anciens. Il vous est donc proposé d'approuver l'affectation d'autorisation de programme relative à la requalification du parc de Bonneveine et de la promenade de la Sarrette à hauteur de 1 200 000 € pour des travaux en 2024 et 2025. Le rapport a reçu un avis favorable de la commission. C'est merveilleux, Madame Meillac. Avez-vous des questions sur ce rapport? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté. Merci, merci. Rapport numéro 7, et c'est à M. Vincent qu'il revient de présenter un traditionnel rapport sur les subventions aux associations sportives. Tout à fait, bonsoir mes confrères, monsieur le maire. D'abord, j'aimerais parler un petit mot de Sportez-vous bien, qui s'étoffe encore une fois, qui n'arrête plus de s'étoffer, puisque cette fois-ci, c'est des agents de la mairie de secteur qui vont être pris en charge, puisqu'on va offrir chaque midi des temps d'initiation sportive avec alors une demande a été faite, on a eu pas mal de réponses et du coup on va pouvoir offrir du sport collectif mais aussi du sport bien-être à tous les agents de la mairie de secteur. Donc le Sportez-vous bien se sporte bien. Donc je suis ici pour un rapport sur la première répartition des attributions de subventions aux associations sportives portée par M. Gibraïel. Sur notre secteur, nous avons 2 associations qui en bénéficient. C'est l'association de sport et loisirs des aveugles et amblyopes pour un total de 4 600 € et l'association de boxe française qui fera de l'insertion par le sport. Et c'est aux alentours de... c'est carrément 2 000 €. Ce rapport a eu un avis favorable de la commission. C'est merveilleux s'il a eu un avis favorable de la commission. Pas de questions? Des questions?
Je n'en vois pas. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Monsieur Vincent, je vous remercie. Rapport numéro 8 qui concerne le soutien aux équipements sociaux et nous appelons Madame D'Agostino, pardon. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Ce rapport a donc effectivement pour objet le soutien de la ville de Marseille aux équipements sociaux pour l'année 2023. Alors, les centres sociaux agissent au quotidien aux côtés des centres municipaux d'animation dont j'ai l'honneur d'avoir la charge dans le cadre de ma délégation. Ils sont au quotidien dans l'appui, la dynamisation de la vie de quartier, du lien social et de l'accueil de la vie associative. Et tout cela pour l'amélioration de votre quotidien. Depuis le début de la mandature, la mairie de secteur a le souci de maintenir l'écoute attentive du tissu associatif, développer notre soutien dans le respect de nos compétences, mais aussi notre appui aux différentes synergies entre acteurs et pour nous permettre de développer plusieurs actions, événements conviviaux de quartier que je tiens à valoriser. Alors, quelques exemples. Un partenariat entre le CMA du Rouet, l'école du Rouet et des associations qui permet de proposer aux familles et aux élèves différents ateliers. En particulier, une conférence sur l'histoire du quartier du Rouet a déjà été organisée le 28 janvier grâce à l'association des experts conteurs de l'histoire. Au CMA de Cadenel, au centre municipal de Cadenel, en partenariat avec l'association Yishenshi, nous avons organisé une journée festive et culturelle autour du Nouvel An chinois. C'était une première, dimanche. Au CMA Lévis, au centre municipal Lévis, l'association Passaparola vous présentera son spectacle de théâtre Le Nouveau Décameron, samedi 11 à 18h30. Et j'en passe, sans compter de nombreux repas, goûters qui vous sont proposés chaque mois dans nos différents centres. D'ailleurs, je tiens à dire qu'aujourd'hui, et j'en suis très fière, au CMA Sainte-Anne, au centre municipal Sainte-Anne, pour le grand plaisir de nos aînés, un repas a été préparé par des jeunes en insertion professionnelle grâce à un partenariat avec le restaurant pédagogique du Grand Pain de l'association Jean-Baptiste Fouque. D'autres événements vont être organisés. J'aurai l'occasion d'y revenir, et notamment autour du 8 mars. En attendant, n'hésitez pas à pousser la porte de nos centres municipaux et de consulter notre newsletter. J'en reviens donc au rapport numéro 8, qui nous est proposé par M. Ahmed Edadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative, du bel âge, de l'animation urbaine. Sont soumis à votre approbation l'annulation de dépenses d'attribution d'acompte de subventions à valoir sur le budget 2023 et en parallèle les nouvelles conventions ainsi que le versement du montant total de la subvention due à chaque association gestionnaire des centres sociaux en application de la nouvelle convention cadre des centres sociaux pour l'année 2023. À ce titre, je tiens à signaler que M. Edadi, en mairie centrale, reste engagé dans la concertation auprès des centres sociaux initiée déjà l'an dernier afin de répondre au mieux aux besoins des territoires et des centres. Il reste engagé également dans la mise en place d'un comité départemental des institutions financeuses. Et enfin, et non des moindres, que la ville de Marseille a décidé d'augmenter de 10% sa quote-part dans le financement de l'animation globale et de coordination, quand le département, lui, a décidé de la baisser. Le montant total de la dépense est de 2 352 363 €. 3 centres sociaux sont concernés dans le 6-8. Le centre social Mère et Collines pour un montant de 57 294 000 €. Le centre social Roi d'Espagne pour un montant de 64 648 €. Et le centre social Saint-Ginier-Milan pour un montant de 57 294 €. Et ce rapport
a reçu un avis favorable de la commission. Merci Madame D'Agostino. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas, donc nous allons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et maintenant, les deux dernières délibérations présentées par Madame Michaud, deux délibérations particulièrement importantes qui permettent le rééquilibrage de l'offre locative sociale dans notre secteur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, les deux rapports qui vont suivre nous sont présentés conjointement par monsieur Joël Canicave, adjoint en charge des finances, des moyens généraux et des budgets participatifs, et par monsieur Patrick Amico, adjoint en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. Dans chacun de ces rapports, la ville de Marseille et la métropole ex-Marseille-Provence se portent garantes, chacune à hauteur de 50%, d'emprunts qui vont permettre aux bailleurs sociaux, CDC, Habitat Social et Erilia d'acquérir des logements neufs au sein d'opérations immobilières en cours. Ces opérations d'acquisition sont les bienvenues. Elles vont contribuer à augmenter l'offre de logements sociaux dans le 8e, un arrondissement qui ne comptabilise aujourd'hui que 8% environ de l'ensemble des logements sociaux marseillais. En ce qui concerne la société CDC Habitat Social, objet du premier rapport, il s'agit de l'acquisition de 61 logements dans la résidence Mévu, en cours de construction, traverse le Mai, à proximité de l'avenue Zenati. La livraison de ces logements aura lieu en mai prochain. Il y aura 30 T2, 27 T3 et 4 T4. La mairie de secteur sera attributaire de 3 logements, 1 T2 et 2 T3, et la mairie centrale de 3 logements également. Le prêt consenti pour cette opération par la Caisse des dépôts et consignations s'élève à 9 189 542 €. La ville de Marseille apporte donc sa garantie d'emprunt à hauteur de 4 594 771 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Madame Michaud, je vous remercie. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Il n'y en a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 10. En ce qui concerne la société Erilia, objet du rapport numéro 10, le prêt porte sur l'acquisition de 8 logements. Ils sont situés 18 boulevard de Sainte-Anne, dans une résidence de logement qui sera livrée en septembre 2023. Ces 8 logements sont financés par ce que l'on appelle un prêt locatif aidé d'intégration, ce qui signifie qu'ils seront dédiés à des ménages en grande difficulté financière, ceci notamment en raison du faible coût de la quittance de loyer. La mairie centrale sera attributaire de l'un de ces logements. Ce prêt consenti par la Caisse des dépôts et consignations s'élève cette fois à 686 707 €. La ville de Marseille apporte donc sa garantie d'emprunt à hauteur de 343 353 € et 50 centimes. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Madame Michaud, je vous remercie. Des questions? Je n'en vois toujours pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. L'ordre du jour est maintenant épuisé. Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du groupe Printemps Marseillais qui se sont déplacés à ce conseil d'arrondissement et qui se sont mobilisés. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil d'arrondissement qui se déroulera le 11 avril.